Salut à tous, vous écoutez Dunk Hebdo, c'est l'épisode 216, un épisode spécial foire aux questions. Foire aux questions à 3 puisqu'on renouvelle l'équipe de la semaine dernière, c'est Adrien qui vous parle. Et je suis de retour en compagnie tout d'abord du boss spécialisé en ce moment dans la gestion administrative et web de Dunk Hebdo et les relais 4x100 mètres aux Jeux Olympiques apparemment. C'est Ben, comment ça va Ben ? Ça va très bien, salut Adrien, salut tout le monde. Merci de ne pas avoir précisé quel relais était ma spécialité. Une présentation un petit peu plus longue cette semaine. Vas-y. Parce qu'on est obligé d'adresser un petit mot à Tom. Parce que Tom est devenu le 15 juillet papa. Et je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Allez les gars, 3, 2, 1, petit tonnerre d'applaudissements. Voilà, Tom est devenu papa d'un petit Erdan Ethan le 15 juillet. Comme je l'ai dit, un futur spécialiste du CBA. Je pense qu'à 4 ou 5 ans, il va déjà être meilleur que nous. Pas besoin d'agent. Pas besoin d'agent, il sera déjà meilleur que nous. La maman va bien, toute la famille se porte bien. Donc vous comprendrez pourquoi Tom n'est pas présent dans cet épisode. Le premier bébé DH, comme l'a dit Alan en off. En tout cas, on embrasse toute la petite famille Feller. Félicitations à la maman, félicitations à Tom et bienvenue à Erdan Ethan. Évidemment, on embrasse Tom, et donc tu l'as évoqué, le troisième membre du jour, c'est un autre spécialiste. Lui, c'est plutôt donc les prospects qui désertent la NCAA pour la G-League. C'est Alan, ça va Alan ? Ouais, salut les gars, salut tout le monde. Très très content d'être là. Et encore bravo à la famille Feller. Exactement, et donc foire aux questions aujourd'hui sur Dunk Hebdo. Alors on avait répondu aux questions un peu hors terrain dans la spéciale de la 200e. Aujourd'hui on va retourner plus près de la balle orange. C'est l'épisode 216 de Dunk Hebdo, foire aux questions, c'est parti. On avait donc, on vous avait demandé à vous, les auditeurs, de nous poser des questions, notamment sur Twitter. Une petite sélection a été faite. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors pourquoi pas. Et on va parler de l'actualité pour commencer, de la bulle du moment. Et c'est une question qui nous a été posée par Brogdon, qui dit lui-même c'est le moment théorie du complot. Alors, je commence par toi, Alan. Est-ce que tu n'as pas peur qu'après la reprise, certains tests positifs de joueurs majeurs soient cachés pour ne pas fausser la compétition ? C'est une question philosophique. Il faut faire preuve de morale kantienne pour répondre à cette question. Bon, c'est bon, j'arrête. Non, mais c'est un truc super intéressant. On avait déjà parlé avec Ben quand on avait parlé de la bulle. On en avait parlé aussi quand on parlait de la potentielle saison NFL. Le secret des tests, si jamais certains sont positifs, le secret pour ne pas perdre en compétitivité, c'est la base potentiellement du problème qu'amène le Covid-19 et la reprise de cette saison. Cette inégalité, cette différence d'équité, tous ces mots qui veulent dire beaucoup de théories, mais on sait pas vraiment comment ça se met en place. J'ai envie de faire un peu mon crédule et de croire que non, il y aura pas de choses cachées, mais c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées dans l'histoire du sport, c'est sûr. Et toi Ben, est-ce que tu y crois à cette possibilité ? Alors, comme le discours scientifique, ce qu'on peut dire, ça peut changer, et en l'occurrence, je dirais non. Et pourtant, j'adore adhérer aux théories du complot. C'est un petit peu une de mes passions. 3e degré, bien évidemment. Je dirais non parce que depuis la reprise, je trouve que la NBA met vraiment un point d'honneur pour que son image de marque ne soit pas brouillée par ce qui se passe. Il y a vraiment toute une communication, fallait s'y attendre, mais vraiment pour mettre en avant que ce qui se passe dans la bulle, c'est sain. Même si on sait qu'il y a certaines limites, que les joueurs sont pleins dès leur arrivée pour certains, pense à J.R. Smith notamment, et que certains en sont même exclus. Enfin, il y a par exemple la communication autour de ceux qui sont exclus, etc. Je trouve vraiment que la NBA veut vraiment montrer, voilà, patte blanche. Et comment on fait ça ? En communiquant dès qu'il y a un cas positif. Donc je pense pas. Bien sûr, il y aura toujours un soupçon de doute, mais je pense pas. Je suis assez d'accord. J'allais répondre à peu près la même chose. Pour moi, en termes d'image, le risque est bien trop grand que de cacher un cas positif, de le cacher. Il y a trop de risques que ce soit révélé un peu plus tard, qu'on revienne dessus. Enfin, pour l'image de l'NBA qui est son sujet principal, la NBA fait très attention, comme tu le dis, à son image. C'est vraiment le risque est bien trop grand par rapport au gain. Le gain qui va plutôt nous amener d'ailleurs, cette question-là nous amène aussi à la question suivante. Donc je vais vous relancer dessus parce que ça va se rejoindre. Elle nous a été posée par Marcel Patulacci. Gardienne de la paix à Vantou, bien sûr, et qui nous demande, selon nous, jusqu'où la NBA est prêt à pousser pour finir la saison. Donc c'est là qu'on va rejoindre. Est-ce que la contamination, selon lui, d'un gros nom comme il cite LeBron, Kawhi, on peut en citer d'autres, Giannis peut-être, est-ce qu'un gros nom, donc une contamination d'un gros nom durant une série, suffirait pour tout arrêter, ou il faudrait un vrai désastre sanitaire ?
Alors voilà, moi je fais le lien entre les deux avant de vous redonner la parole, parce que justement, moi je pense que un gros nom, la question se poserait, mais maintenant que la NBA a essayé de tout mettre en place et fait très attention à ce que son protocole soit bien respecté pour se donner une image très très clean, ils sont pratiquement obligés d'aller jusqu'au bout, sauf cas extrêmement majeur. Et donc effectivement se pose la question de est-ce que tu cacherais un cas d'une grosse star, mais je pense que ce serait une énorme erreur et qu'ils seront pas prêts à le faire. Je suis assez d'accord, et je pense que là encore une fois faut remettre ça dans un contexte plus global, c'est celui des États-Unis. C'est catastrophique ce qui se passe actuellement aux États-Unis d'un point de vue sanitaire. On vous renvoie vers le podcast que vous aviez fait, que citait Alan, c'était Alan et toi d'ailleurs, sur toute la situation. Exactement, et quand on voit la situation d'un point de vue sanitaire, ça aurait choqué, je pense, si ce qu'on avait entreaperçu peut-être début juin, voilà, ce mieux aurait continué. Là, qu'un joueur NBA, une star soit infecté, ça aurait, je pense, choqué, remis en question la bulle, etc. On voit depuis la mise en place de la bulle, beaucoup de joueurs, on a vu Evan Fournier, Popovic aussi, entraîneur pour Popovic, dire que c'était peut-être l'endroit au monde le plus safe pour eux. Montagne n'aurait pas aimé, on va dire le plus sain pour eux. Donc je pense que non, un joueur majeur contrôlé positif, ça n'arrêterait rien. Je pense qu'il y a que très peu de cas de figure où la saison serait complètement arrêtée. À ce stade, enfin, les équipes sont à Orlando, la plupart des joueurs y sont aussi. Le processus est trop avancé pour qu'on l'arrête maintenant. Ouais, je suis assez d'accord. D'abord, faut définir ce que c'est qu'un gros nom. Oui, parce que Jokic, par exemple, a été positif. Est-ce que c'est un assez gros nom? Non, je pense pas. Non. Et en plus, il est pas américain. Je pense toujours que ça a quand même un lien. Que c'est quand même, si jamais c'est une star américaine, là, peut-être qu'il y aura plus. Moi, je pense que c'est plus qu'un gros nom, ça serait un gros nombre qui pourrait faire arrêter. Ou qui pourrait pas ou un nombre certain, parce que c'est pareil. Oui, par exemple, on parle de LeBron, le gros nom, mais si en plus tu as Anthony Davis et une grande partie de l'effectif des Lakers. Les Lakers, oui, exactement. Voilà, là ça devient plus important. Là, on a eu une partie des Bucks, je crois que c'est cette semaine, c'est sorti. Contre les positifs avec, je dis pas de bêtises, Bledsoe, je crois. Donc, il me semble, ouais. Mais même s'il c'était quand même marqué qu'il était asymptomatique, mais comme la plupart des joueurs, je pense. Non, moi je pense comme vous avez dit tous les deux, ils sont est-ce que ce qu'on a dit il y a quelques semaines déjà, ils sont allés trop loin. Le plan est sorti, tout s'est mis en place, tout s'est fait, ils vont aller jusqu'au bout, je pense. Et le vrai désastre sanitaire, il se passe aux États-Unis. C'est ça. Mais il se passe pas dans la bulle, même si la bulle se trouve aux États-Unis. Et d'autant plus en Floride. D'autant plus en Floride, d'ailleurs, oui. Et je rajouterais, j'ai cité des cas de figure, et pour en revenir, vous avez cité un peu l'exemple, LeBron, une partie des Lakers tombe. Pour moi, c'est un des cas de figure, c'est une des grosses questions que je me pose personnellement en ce moment. Imaginons, on est sur une finale de conf, Lakers-Clippers, malencontreusement, une partie des Lakers, une partie des Clippers, sans que ça soit uniquement que les gros noms, sont contrôlés positifs, doit passer par le processus de quarantaine, etc. On fait comment? On gèle la série, mais il se passe quoi pour les équipes de l'autre côté? Enfin, c'est ça les cas de figure pour moi qui, à l'heure actuelle, se posent vraiment. Moi, maintenant, dans mon idée, peut-être que je me trompe, c'est acquis qu'en début septembre, on a de la NBA, je pense. Ouais, il y a la question de la quarantaine, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du temps, qu'il y a des matchs amicaux, alors effectivement pour remettre en forme les équipes, etc., mais ça permet aussi de trier. On va avoir les gens qui sont positifs, on est capable de les mettre en quarantaine, même si ils sont asymptomatiques. Et une fois que les playoffs vont recommencer, on essaye à tout prix d'éviter qu'il y ait ce genre de cas de figure, parce que tu le cites sur Lakers Clippers, mais c'est le cas sur n'importe quelle autre série. Si deux équipes qui sont en train de s'affronter se retrouvent avec plusieurs cas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la série. Si on arrête la série, quid du reste des playoffs, de ceux qui allaient les affronter au tour suivant, etc., etc. Donc je pense que le temps aussi va compter, et qu'une fois que, a priori, si dans le plan de la NBA, on commence les playoffs après les quelques matchs de saison régulière, etc., normalement, il y a peu de chances, vu cet environnement, qu'il y ait ce genre de cas, et je pense qu'ils prient pour que ça n'arrivera pas, et pour pouvoir aller au bout. Surtout qu'on a été un petit peu, moi et Alan et moi, on m'a souvent dit qu'il fallait le dire dans ce sens-là. Alan et moi, on a été négatifs, mais bon, après, bien sûr, j'en reviens à l'idée de la communication de la NBA, ils ont l'air quand même d'être extrêmement sérieux dans tout ce qui est voilà, prise en compte des risques, procédures, etc. Ça a l'air d'être carré, ce qui encore une fois
tranche par rapport au reste des États-Unis. Je pense vraiment qu'ils sont aidés par ce qui se passe dans le reste du pays. Ouais, par contraste. Alors qu'on aurait pu croire l'inverse. On aurait pu croire l'inverse. C'est vrai. On aurait pu se dire, bah regarde, l'écart remonte, ça remonte. Mais comme ça a l'air tellement bien fait, sérieux, avec des normes et tout ça que, bah ouais, est-ce que c'est pas l'endroit aux États-Unis le plus sûr? Peut-être. Bah, en tout cas, on est bien parti pour revoir de la NBA dans les prochaines semaines. On verra et on espère le meilleur des cas, évidemment. Et en parlant de cas, on va parler plus sportif maintenant, cas par cas, avec donc la 3e question, qui est une question posée par King James et qui nous demande: est-ce que Denver n'est pas ce qu'on pourrait appeler un faux contender? Très peu de références en play-off, excellente équipe de saison régulière, mais pas de top player dans l'élite absolue. Alors on avait fait un podcast aussi spécial sur Denver il y a quelques semaines, je vous renvoie une nouvelle fois vers celui-là, c'était avec Madiane et c'était qui le dernier? Et c'était Tom, exactement, avec Madiane et Tom, donc je vais laisser la parole. Allez Ben, cette fois-ci, qu'est-ce que tu penses de Denver en quelques mots? Alors oui, on a tweeté le lien de ce podcast, donc vous pouvez le retrouver sur notre compte Twitter, ce podcast où vous aviez parlé longuement de Denver. Alors moi, on connaît mon passif sur Denver, je suis assez d'accord avec le sous-entendu de la question. Ils ont plusieurs problèmes, je pense que c'est une équipe qui penche trop offensif. Je pense que c'est une équipe qui a un deuxième gros problème, c'est qu'elle est vidée à l'aile et que, enfin, c'est un discours qu'on répète tout le temps, mais l'aile, surtout à l'ouest, quand tu dois passer par les Clippers et les Lakers, c'est impossible de penser ni aller loin en playoff sans être blindé à ce niveau-là. On va y revenir plus tard avec une autre question de cette partie cas par cas. Et puis globalement, je pense que le joueur autour duquel les Nuggets sont construits, Jokic, ne te permet pas dans la NBA actuellement d'espérer aller loin. Donc je suis assez d'accord, oui, c'est un faux contender. Ils peuvent passer un tour sur un malentendu, on sait jamais, circonstances dans leur faveur. Ils peuvent en passer 2, mais je les vois pas comme un vrai candidat au titre. Un peu une des questions qu'on avait évoquées dans le podcast, plus que Jokic qui focalise effectivement l'attention, mais qui lui peut être quand même le meilleur joueur sur le terrain lors d'une série, ce qui a été le cas par exemple face aux Blazers l'année précédente, mais on s'est beaucoup focalisé. Alors parfois on a été un peu dur avec lui parce que c'est un jeune joueur, on l'a rappelé quand même en fin de podcast, c'est Jamal Murray. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Alan, de cette équipe de Denver et de Jamal Murray, qui est censé être ton deuxième meilleur joueur de l'équipe pour faire un run en playoff? Moi, je souscris à tout ce qu'a dit Ben, c'est-à-dire que vu qu'ils ont pas de poste 3 établi fort, c'est-à-dire que quand ils allaient bien, c'est parce qu'ils faisaient jouer Torrey Craig poste 3, parce qu'il pouvait leur permettre de bien défendre, parce que quand ils vont tout pour l'attaque, ils jouent avec les 3 petits. Donc Murray, Barton et Gary Harris qui en plus je le trouve bien moins bon, franchement. Ouais, il fait une moins bonne saison. Depuis 1 an et demi, je dirais. Même je le trouve moins bon. Jamal Murray, il a le malheur d'avoir signé pour 170 millions de dollars. Donc on attend qu'il soit, voilà, je pense, un All-Star. Sauf que maintenant, tu peux être payé autant et ne même pas être un All-Star, ça arrive, hein. Demander à pas mal de joueurs qui ont signé des contrats. Je pense que on aime beaucoup pointer après c'est un joueur, comme le dit Ben, il a raison, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc faut que je le dise avant d'en parler. Je pense qu'il a fait des bons playoffs l'an passé, franchement, à certaines périodes, et comme le dit Ben, la construction autour de Jokic fait qu'au bout d'un moment, ça peut pas tellement fonctionner en attaque à certains moments, et je trouve qu'il a fait des bons matchs en playoff. Bon, il a aussi raté des matchs très importants qui ont fait que voilà, c'était un problématique pour eux. Ils ont quand même réussi à passer un tour, mais tu vois, franchement, ils passent un tour contre les Spurs en 7 en 7 ou 6, qui étaient pas les foudres de guerre. Voilà, exactement. Après voilà, ils accrochent les Blazers, qui étaient pas du tout l'équipe qui avait battu OKC au tour d'avant. Qui était vraiment retombé de son nuage. Ouais, c'est McCollum qui sort les Blazers à la fin, mais Lillard était vraiment un peu cramé, quoi. Ouais, les Blazers qui se font sweeper ensuite par les Warriors. Donc et puis sans gloser. Gloser, un mot qu'aurait aimé Montaigne, au passage. Exactement. sans gloser, c'est extrêmement significatif. On a parlé des Spurs et des Blazers, ils ont qui à l'aile? Ces deux équipes ont qui à l'aile? Ouais, personne. Ils ont personne. T'as raison. Tandis que
bah, on l'a dit, les deux Los Angeles ou l'année dernière OKC auraient pu leur poser vraiment problème avec les problématiques à l'aile. C'est-à-dire que, et on en parle tout le temps, j'ai l'impression que quand on parle de Denver, tout le monde parle d'un joueur, c'est Michael Porter Jr. en fait. C'est si jamais... C'est l'espoir, le grand espoir. Parce que c'est un poste 3 et que ils en auraient bien besoin et qu'il a montré des flashs incroyables, que c'était, voilà... Ils ont besoin, voilà, de ce poste 3. Ils avaient aussi ramené Paul Millsap, qui est un joueur très important, mais qui est sur courant alternatif, qui est en fin de contrat, qui a eu des soucis de blessure, qui a raté des matchs. Qui est un peu plus vieux que le reste de l'effectif. Exactement. Donc, ils ont besoin d'un ailier. Pour ça qu'ils sont dans les rumeurs de trade, pour ça qu'on parle beaucoup de Michael Porter Jr. Je pense que tant qu'ils l'auront pas, ils seront dans cette optique de faux contender. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais, puis il y a la progression de Jamal Murray. Une nouvelle fois, je vous renvoie vers le podcast qu'on a fait pour le développement de cette idée. Mais genre, Madiane évoquait aussi le fait que si Jamal Murray devient très fort, ou si par exemple Jokic devient ton deuxième meilleur joueur, c'est un peu le fantasme, puisqu'il bon, je vous laisse aller voir le développement, mais en gros, voilà, il y a quelques possibilités. C'est quand même une jeune équipe, donc on va leur donner du temps. Ils font une excellente saison régulière, il faut quand même le souligner. C'est une très forte équipe saison régulière. Ils sont capables de finir des matchs. Ils sont moins jeunes qu'avant. Ouais, mais ton cœur d'effectif n'est quand même pas très très vieux, même si Millsap était important et va a priori partir. Jokic il est pas vieux, Jamal Murray il est pas vieux. Ils ont tous signé les deuxièmes contrats. Oui, mais justement, t'es au moment où t'attends un franchissement de palier, mais tu sais ce que t'as au cœur, t'attends un franchissement de palier, tu peux te donner 1 an et demi, peut-être 2 ans, à voir. Je crois que Tom évoquait l'idée de peut-être faire un point à la prochaine deadline, par exemple. Ok. Dernier petit mot, juste, j'avais pas pu réagir à ça à l'époque parce que j'étais pas dans le podcast. Pour moi, j'ai toujours extrêmement de mal avec l'idée et les théories qui se basent sur le fait que le meilleur joueur actuel d'une équipe, pour que l'équipe soit meilleure, doit devenir le deuxième meilleur joueur et que c'est un autre joueur. Ah bah c'est pour ça qu'on se marrait un peu parce que c'est compliqué finalement. Oui, faudrait que je trouve un nom pour ce syndrome-là. Vous me laissez quelques minutes, je trouve. Ouais, c'est un syndrome un peu récurrent, mais effectivement, t'as toujours ce fantasme de dire, si mon meilleur joueur devient mon deuxième meilleur joueur, je suis vachement plus fort. Bah oui, effectivement. Si c'est le lieutenant, ça marche. Et j'en suis même pas, on vous laisse, on va pas spoiler. Salir. C'est pas Montaigne aimerait pas, mais. Montaigne aimerait pas, on va pas salir. Divulgacher, on dit. Exactement. C'est incroyable, ça. On va pas gâcher le travail de nos compères, mais je me pose même des questions si Jokic, deuxième option, tu peux vraiment gagner un titre. Bref. On ferme le débat. C'est une autre question philosophique sur les pivots, etc. Mais voilà, on vous renvoie vers le podcast pour Denver et on va changer d'équipe. Une autre équipe qui a été très très forte en saison régulière. On va parler des Lakers avec Magnus James qui nous demande: pensez-vous que la perte de Bradley et dans une moindre mesure de Rondo va être préjudiciable aux Lakers, donc dans la quête du tigre du titre, dans la quête du tigre, c'est The Eye of the Tiger. Oui, aussi. Commissaire Valentin. Bon, en tout cas, quête du titre donc pour les Lakers. Est-ce que ça va être plus compliqué avec ces pertes-là, remplacées par notamment, il y a eu quoi, la signature de J.R. Smith, justement, qui est pas tout à fait dans le même profil. Bah vas-y Ben, je te sens inspiré. On n'est pas les meilleurs avocats de J.R. avec Ben. Ah ouais, nous on a des gros problèmes avec J.R. et cette espèce de frénésie autour d'un joueur oubliable dans l'histoire de la NBA. Bref, c'est un problème forcément parce que Rondo, quoi qu'on veut, c'était dans The Jump, l'émission de Rachel Nichols, montrait que Rondo, c'était un des 6 ou 7 joueurs dans l'histoire de la NBA qui voyait toutes ses statistiques majeures augmenter en play-off. Donc on sait que c'est un joueur qui a un peu cette réputation-là, même si ça n'a pas été vraiment vérifié dans les quelques dernières années, passons. Bradley aussi, il parlait de renaissance, c'était un grand mot, mais je trouve que Avery Bradley était solide du côté des Lakers. Tu perds 2 joueurs de ta rotation qui sont quand même importants. Bien sûr que ça va faire du mal, surtout quand tu dois donner des minutes à J.R. Smith J.R. Smith a pas vraiment joué depuis quoi, 1 an et demi, voire plus. Ouais. Finale 2018. Hein. Ouais, donc 2018. Ouais. Donc on se rapproche des 2 ans sans vraiment jouer à un très haut niveau. C'était d'ailleurs amusant quand on voyait les highlights qui étaient partagés.
les hauts moments. Est-ce qu'on doit vraiment dire ça si on veut respecter Montaigne? Je vous laisse, les moments, partagés de J.R. Smith, c'est des clips ou c'est des extraits qui datent de 2015-2016. Donc j'ai quand même du mal à croire que ça peut être une pièce importante d'une équipe qui vise le titre en 2020. Et c'est aussi donner plus de minutes à KCP. C'est tout décalé, donner plus de minutes on sait qu'Alex Caruso a vraiment, il y a un engouement autour de ce joueur, mais est-ce qu'on peut lui donner des minutes importantes pour un titre? Il y a eu la signature de Dion Waiters aussi. Ah oui, c'est vrai dans le même profil, mais bon. Le duo J.R. Smith-Waiters. Pourquoi parler 2 minutes quand on peut résumer ça à J.R. Smith-Waiters? J'ai envie de dire. Alan, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, J.R. Smith-Waiters? Je veux qu'aucun des deux voit le terrain. C'est dur. Je pense qu'il faut vraiment, et je trouve que c'est lequel le pire? Juste, je te coupe, désolé. Ouais, t'inquiète. Waiters a montré des choses plus hautes dernièrement. Ouais. Mais dernièrement, dans son passage à Miami. Waiters, est-ce que Waiters, avec l'absence de Rondo, va pas vouloir avoir des ballons avec la seconde unité, là où J.R. Smith, il sait très bien qu'il fera juste du spot-up, quoi. Je pense aussi, ça, du coup, j'interromps un peu pour donner mon petit avis. Je pense quand même que un des avantages, entre guillemets, des Lakers dans ces pertes-là, c'est que c'est des pertes mineures et que quand c'est pas LeBron qui est sur le terrain, même si Rondo avait une certaine importance, c'était quand même, on était plus focalisé soit sur Anthony Davis, soit sur Kyle Kuzma. On n'était pas sur, un besoin de faire rouler un collectif. Alors, je pense que dans ce cas-là, un J.R. Smith peut plus se fondre dans ce rôle qu'il a appris à endosser qu'un Dion Waiters qui va avoir une envie irrépressible de prendre un maximum de shoot pour montrer que c'est un héros. Moi, je pense qu'il faut que KCP soit énorme. Ils ont vraiment besoin d'un KCP qui joue plus de 30 minutes par match, qui met dedans à 3 points et qui défend. Franchement, parce que là, le triptyque Green, Bradley, KCP, c'était vraiment top pour eux, mais ils en ont perdu un. Donc, il va falloir que les deux autres, assurent vraiment encore plus. Et c'est vrai que Bradley, KCP se donnait beaucoup en défense parce qu'il pouvait tourner, en fait. C'est vrai qu'il y a l'aspect défensif qui est important. Tu vois, l'aspect défensif, je pense perdre un petit peu. Ils étaient toujours assez frais pour tourner. C'est vrai que la défense des Lakers était très bonne. Ça pouvait être surprenant, mais c'était parce que il y avait cette belle rotation, je trouvais, sur les arrières, pour défendre les meneurs adverses et tout ça, qui était assez positive. Je pense qu'ils auront vraiment besoin de Caldwell Pope à vraiment un très bon niveau. Danny Green également, du coup. Danny Green, ça reste une valeur sûre, même s'il avait fait des playoffs assez moyens ou des finales NBA assez moyennes avec les Raptors l'an passé. C'est une valeur sûre. Après, oui, en fait, c'est toujours le même problème. Pour moi, ça change rien parce que est-ce que Rondo était vraiment comme Ben l'a dit, oui, il a toujours été bon en playoffs, même c'était avec les Pélicans qu'il avait été bon dernièrement en playoffs. Oui, et puis chez nous aux Bulls, il avait été bon. Bulls, avec Boston, on le sait. Est-ce qu'il stabilisait vraiment la seconde unité? En fait, il faut juste que les minutes sans LeBron ne soient pas cataclysmiques, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut donner des ballons plus à Kyle Kuzma? Je suis pas sûr. Après, en playoff, les rotations se referment un peu. Il y a moins de minutes sans LeBron et Anthony Davis. Il y a quand même ces deux-là. Donc, tu vas avoir des minutes avec, file la balle à Anthony Davis et puis on verra. Il faut un joueur pour mettre quand même en position Anthony Davis. C'est vrai. La Rondo, au moins, pouvait mettre en position Anthony Davis. Et c'était un backup meneur, que je trouvais négatif parce qu'il était, mais au moins, il pouvait mettre un minimum en position Anthony Davis. Là, qui va être chargé de ça? Je sais même pas. Puis franchement, moi j'en ai marre que LeBron se tape tous les cassos de la NBA sur son banc. C'est-à-dire que maintenant, depuis Cleveland, j'ai l'impression. Est-ce il y avait pas d'autres joueurs à signer sérieux? Est-ce qu'il y avait pas d'autres joueurs à signer? C'est le contre-coup de cette stratégie à chaque fois de LeBron d'arriver dans une franchise qui est une autre star à très haut salaire et ensuite il faut boucher les trous comme tu peux. Mais est-ce que franchement ils auraient pas pu aller prendre, je sais pas, un All-Star de G-League? Est-ce que c'est pas mieux que J.R. Smith? Est-ce que c'est si important aussi? Moi, je veux poser la question, est-ce que c'est si important? Parce que je veux pas tirer le plan sur la comète, mais on s'achemine quand même probablement, c'est une des questions pour la suite, vers un Clippers-Lakers peut-être en finale de conf. Ta ligne arrière est pas forcément primordiale dans ce match-up-là. Bradley avait été assez important dans les matchs contre les Clippers. En fait, moi, je pense que je résume. Pour moi, c'est KCP. Vraiment, je pense qu'il va avoir un rôle. En fait, il faut le KCP de Détroit. Ouais, je pense le KCP qui aurait pu prendre une super extension et qui
qui était ce two-way player qui mettait dedans à 3 points et qui défendait comme un chien. Et donc, mais ce qui est possible, hein, après, ils ont repris la confiance, tu vois, tu parles KCP, il y a leurs joueurs intérieurs aussi où ça se passe mieux parce que justement il y a pas de perte, mais pour les Dwight Howard, Maggie, etc., ces joueurs-là qui sont en rédemption un peu, dans un espèce d'arc de rédemption, en KCP, peut-être que ça fonctionnera. on verra. On leur souhaite en tout cas. Réponse plus tard, quand on parlera des favoris pour le titre. Exactement, mais là, après le duo Waiters-J.R. Smith, on va changer de duo. Ce sera peut-être un peu mieux. C'est une question d'Elios Starship John qui nous dit « Hello la team, pensez-vous que le duo Doncic-Porzingis est capable de faire un gros run jusqu'au moins les finales de conférence ?» Et oui, il passe un bonjour à tous les fans de Dallas, alors on leur passe également un bonjour. Alors Doncic-Porzingis jusqu'en finale de conf. Bah tiens Ben, tu venais d'évoquer une potentielle finale Lakers-Clippers. Est-ce que tu penses que Dallas est capable de jouer les troubles faits? Alors quand j'ai lu cette question, première impression, je me dis non. Puis ensuite, je fais un petit état des lieux à l'ouest. Alors bien sûr, je mets toujours les deux ogres de Los Angeles au-dessus. Et puis derrière, Houston continue à avoir des questions. Derrière, je vois pas d'équipes qui peuvent en ce moment se dire vraiment plus fortes que les Mavericks. Après, on évoquait les Nuggets, le Jazz peut-être. Je vois pas ces équipes-là. Elles peuvent pas, pour moi, ça lutte un peu dans la même course. Ils peuvent pas s'affirmer comme vraiment meilleurs. Petite crainte par rapport aux Mavericks, elle est simple. C'est très intéressant la question. Parce qu'on cite le duo Doncic-Porzingis, quid de derrière? C'est quand même, pour aller jusqu'en finale de conf ou ne serait-ce que passer un tour et faire du bruit, c'est quand même très faible derrière. Et puis, on est face à deux joueurs qui ont joué leur premier match en play-off. On sait que Doncic, et même Porzingis, dans une certaine mesure, ils ont de l'expérience en Europe. Mais jouer des playoffs, après, on va y revenir plus tard, mais c'est tellement une année spéciale, on sait pas vraiment à quoi vont ressembler ces playoffs. Mais peut-être un peu trop de jeunesse, mais oui, c'est une équipe qui pourrait passer un tour. Je serais pas surpris. Un tour, la question c'est jusqu'au final, mais oui, un tour, je pense aussi. Après, je te trouve un peu dur sur le reste de l'effectif, qui même si sur le papier, il était pas dingue, on a vu là pendant la saison, pendant le bout de saison auquel on a eu droit, qu'ils ont fait quelques matchs donc sans Doncic où on a vu quelques joueurs prendre des responsabilités. Je pense que tu vois dans une optique de play-off, un Seth Curry a un profil vachement intéressant, vachement important. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi Alan de cet effectif? Est-ce qu'il est capable de jouer les contenders? Comme aux plus belles heures de Dallas, il faut que tout le monde mette dedans comme des fous furieux à côté. C'est vrai que c'est un peu le schéma 2011 qui doit se répéter. Tim Hardaway, Seth Curry, Jalen Brunson, Kleber, Maxi Kleber, faut que tous ces joueurs-là vraiment aient une énorme adresse. Même si Doncic, Porzingis, Ben l'a dit, ont d'expérience en Europe, les playoffs NBA c'est quand même un truc. Après c'est des playoffs particuliers en plus. C'est vrai, c'est vrai, sans public, peut-être que voilà, je sais pas, tu vois, mais jusqu'au final de conf, je pense pas. Dès qu'ils ont joué les Lakers et surtout les Clippers, ça s'est très mal passé en saison régulière. Ça semble compliqué sur le papier. Il y a vraiment une grosse hype à un moment, je crois que c'était en janvier, où Doncic était énorme. Ils jouent les Clippers un mardi soir, et chez eux, ils se font atomiser. Parce qu'ils peuvent pas défendre l'aile, en fait. C'est pas possible. Kawhi PG, c'est pas possible. Ils ont des joueurs chiants envoyés sur Doncic. Et les Lakers, ça aussi, hein. Et les Lakers, je pense que même s'il y a eu des matchs un peu serrés, mais il y a eu des matchs aussi sans Anthony Davis, un sans LeBron aussi, je crois, ou alors c'était que les deux sans Anthony Davis. Je vois les deux équipes de Los Angeles autour, potentiellement capables de passer un tour, oui. S'ils jouent Utah, par exemple, au premier tour, ils peuvent passer. S'ils jouent Denver, ils peuvent passer. Mais aller en finale de conf, ça voudrait dire taper un des Los Angeles, ou alors que un des Los Angeles se fasse taper puis qu'ils tapent, c'est l'équipe qui aurait battu un des deux Los Angeles. Je trouve ça assez compliqué, surtout tôt en fait. C'est Doncic dans sa 2e année, Porzingis c'est sa 5e année, mais il y a eu des soucis, il revient. C'est une équipe qui a est-ce que ça compte vraiment les années? Il était au Knicks. Ouais. Ils ont tout pour réussir. Ils sont capables de hauts super forts, hein. Je crois que ils avaient gagné à Milwaukee, ils ont eu des énormes passages. Il faut vraiment qu'à côté il y ait de l'adresse folle, je pense, pour que ça, il y ait un run qui se fasse en playoff. Je me fais pas de soucis pour Doncic, Porzingis personnellement.
Bah, au-delà de l'expérience aussi, ce que j'allais dire, et tu l'illustrais bien avec les Clippers, il y a l'aspect physique, je pense, que des playoffs NBA. C'est long, une série en 7 matchs, et même si Doncic peut être le meilleur joueur sur le terrain, par exemple, sur certains matchs, peut-être même une série, à la longue, c'est compliqué de scoltiner Paul George et Kawhi sur le paletot pendant 7 matchs, si jamais ça va en 7. Ouais. Ou pas de baie, voilà. Enfin, il y a du monde à renvoyer dessus, et ça peut être très, très, très éreintant physiquement. Pour un Doncic qui, comme vous le disiez, est dans sa 2e saison, donc il y a encore du boulot physiquement, notamment pour s'adapter. Et effectivement, le supporting cast, je suis un peu d'accord. Faudrait que ça tombe dedans, mais d'un autre côté, c'est un peu une équipe que t'as pas envie de jouer, parce que c'est une équipe avec un plafond où si ça rentre dedans, ça peut aller très très haut. Il y a eu un moment où ils avaient un offensive rating qui était au-delà de... Énorme. Enfin, c'était historique. Je crois qu'il y a un moment, c'était le meilleur offensive rating de l'histoire. Donc on est quand même sur une équipe qui peut prendre feu. Après, sur une série, effectivement, quand même, ils paraissent moins forts que les 2 équipes de Los Angeles, voire aussi de Houston, je pense. Donc, voilà. Ouais, une toute dernière petite note pour finir. On parlait justement de l'aspect physique, et pour moi, c'est illustré par les 5 mis en place. Pas le 5 titulaire, le 5 qui joue, le 2e 5 et le 3e 5 qui joue le plus. Le 2e, on a Tim Hardaway, Seth Curry, Kristaps, Finney-Smith, Doncic. J'ai extrêmement du mal à voir ce 5-là batailler contre les Hawks de Los Angeles. Encore une fois, ça illustre ce qu'a pu dire Alan leur mésaventure contre les Clippers en saison régulière. Et le 3e 5 qui est vraiment fait des gros dégâts offensivement, Hardaway, Powell, Finney-Smith, Kleber, Doncic. On est sur 2-5 que j'ai du mal à voir aligné en playoff face à si tu dois passer, parce que c'est la question, hein. Si tu dois aller en finale de conférence, tu vas devoir battre une des équipes de Los Angeles. Ces 5-là peuvent pas batailler contre les équipes de Los Angeles. Et Powell s'est fait le tendon d'Achille. Alors qu'il est assez important. Il a été très très bon. Il était très important en tant que rollman sur le pick and roll avec Doncic. Et ça les aide pas du tout. Et bah du coup, bonne chance aux fans de Dallas, hein. Mais bon, on sait jamais, effectivement. Et autre cas, on l'a évoqué un petit peu, Ben, t'as été un petit peu moqueur, donc ça va être pour toi pour commencer. Question posée par notre cher ami du FKP, le French Knicks Podcast, qui nous demande, parmi les 10 coachs, alors il y en a même 11 je crois dans la liste qu'on a trouvée, donc parmi les 11 coachs interviewés, 10 coachs interviewés selon lui pour le poste de head coach des Knicks, quel est le meilleur selon vous et le pire? Donc je pense qu'on va pouvoir faire plaisir. Ben, je t'en prie. Alors, je remarque que je suis la seule personne au monde qui est incapable de prononcer le nom de ce podcast déjà. C'est assez terrifiant. Alors, je vais commencer par le pire, parce qu'on parle des Knicks. J'appellerais ça un peu la casse auto des coachs NBA. Alors, on a des idées, voilà, qui arrivent. Mike Brown, on se demande pourquoi, hein, parce que déjà interviewé précédemment, il n'a pas eu le job, mais pourquoi pas, on va réinterviewer des mecs qui ont pas eu le job. Ensuite, c'est tous les restes de franchises NBA. On va chercher les Jason Kidd, on va chercher les Tom Thibodeau. Je pourrais laisser Adrien en parler longuement, gloser encore une fois là-dessus. J'aime bien ce mot. Et alors, la prime étant, je pense, le pire à Mike Woodson. Faire revenir Mike Woodson parce que t'as joué les playoffs avec lui il y a 7 ans, mais ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut pour alors, je me garderai de commenter sur les assistants, ça c'est quelque chose, on sait jamais les assistants, hein. Je rappelle la mésaventure Brian Shaw, hein, les assistants, on sait jamais trop. Le favori, je pense, dans les médias et un petit peu dans le microcosme NBA, ça serait Kenny Atkinson. Je vous l'ai dit, je pense que c'est probablement le meilleur coach sur le marché. Après, je pense que alors c'est peut-être que encore une fois, je réfléchis trop. Côté Knicks, prendre le coach limogé des Nets, je me demande si ça fait pas un petit peu fausse note. Bah c'est une des questions de stratégie, notamment, si moi je peux me permettre. Pour moi, la question au niveau de New York, là, sur le coach, elle est vraiment stratégique. Au-delà des profils, comme tu dis, bon, il y a le grand recyclage des coachs NBA qu'on connaît avec toujours le même cercle. Là, il y a quand même des noms qu'on a pu voir, comme tu dis, d'assistants ou de visages un peu plus nouveaux, en tout cas pour les néophytes. Mais pour moi, ça, la question revient au final à ce que tu souhaites faire, ce que les Knicks ont toujours fait, à savoir avoir un grand nom pour te montrer, notamment en vue de la prochaine free agency, où il y aura beaucoup de batailles, et les Knicks fantasment toujours sur le fait de faire venir le gros nom ou les gros noms pour enfin se relancer. Donc ça, c'est la stratégie habituelle, auquel cas tu te tournerais peut-être sur des coachs avec un plus gros cachet qui enverraient un message du style
eh bien on veut gagner maintenant. Comme par exemple un Thibodeau, malgré tous les défauts, il a ce profil où les gens pourraient se dire dans l'esprit stratégique, bah ce coach-là, on le prend pour gagner tout de suite. On n'est pas dans une stratégie de construction, etc. Donc ça pourrait être un bon argument à faire valoir pour faire signer des free agents. Et à contrario, le scénario inverse, où justement tu vas aller plus sur un profil à la Kenny Atkinson que t'évoquais du côté des Nets, enfin anciennement du côté des Nets, et donc de construire un collectif, une identité autour de tes jeunes. Et tu en as quelques-uns. Après, on peut débattre autour de la qualité de ces jeunes-là, mais il y a quand même quelques jeunes intéressants à New York. Donc pour moi, la question, elle se pose là, et c'est une fois qu'on a répondu à cette question stratégique qu'on peut se poser la question de lequel est le meilleur, lequel est le pire. Mais moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Du coup, Alan, je te laisse la parole, c'est à toi. Je crois que c'est assez ouf, mais il y a aucun des 11 qui me tente. Même pas Atkinson. Si je suis Phoenix. Non, parce que tu vois, tu disais, en fait, Atkinson, c'est bien pour ce que les Knicks ont maintenant, mais si l'objectif des Knicks, c'est pas juste d'être le 5e seed et de retourner en playoff. L'objectif, 5e siège, excuse-moi, Montaigne. L'objectif des Knicks, c'est... Et ça, ils l'ont fait une fois en disant, ouais, je te laisse. Non, mais t'as raison, mais l'objectif des Knicks, intrinsèquement, c'est quand même d'attirer des stars. Et est-ce que Kenny Atkinson, c'est un coach qui peut gérer ces joueurs-là? Je sais pas. Parce qu'on l'a vu cette année. En fait, Kenny Atkinson, c'est parfait pour ce qu'ils ont maintenant, mais est-ce que c'est bien pour ce qu'ils veulent devenir après en 2021, 2022? On en revient à la stratégie. On lit des trucs comme quoi J-Kidd, c'était celui qui a un petit peu fait sortir Giannis du cocon du côté des Bucks et qu'il a une très bonne relation avec les jeunes joueurs. Moi, j'ai vraiment peur que ça soit J-Kidd, personnellement. Alors que ça s'est mal passé aux Nets, ça s'est mal, on peut le dire, mal passé aux Bucks. Ça, je comprendrais pas. Thibodeau, est-ce que Thibodeau pour moi c'est un coach de fin des années 2000, malheureusement, même si c'est une période que j'adore parce que c'est un moment où j'ai découvert la NBA. Non, on est en 2020. Atkinson a tout pour être bien, mais je suis pas sûr que dans l'équipe finale des Knicks du milieu de la décennie, parce que t'espères toujours quand même que ton coach va rester au moins 3-4 ans. C'est ça, en fait. Il reste pas 3-4 ans aux Knicks. Ouais, mais tu le prends pour qu'il reste 3-4 ans quand même. Mais moi, en fait, je me dis que, alors déjà, moi, je souscris pas à l'idée selon laquelle le coach peut avoir une espèce d'influence sur comment attirer une superstar. Et en fait, le problème, c'est que... Mais certains le pensent, par contre. Mais c'est faux. Ouais, ah oui, ouais. Mais je pense que stratégiquement, dans la tête du front office, ça peut être le cas. Non. Mais le front office qui doit aussi penser, c'est comment attirer. On a vu dernièrement, s'il y a une espèce de logique qui commence à émerger de ce qu'on a pu voir sur le marché dernièrement, c'est que les joueurs viennent bien souvent quand il y a quelque chose. Ça peut pas être morne pleine, il y a un peu quelque chose. Comment il peut avoir quelque chose? C'est en continuant à développer ces jeunes joueurs. Ouais. Mais donc après, ça c'est l'exemple net, ça. Mais donc donc après tu te sépareras d'Atkinson si jamais... Alan, si tu fais le même chose que les Nets mais à 3 ans de retard. Si les Knicks, depuis le temps que je regarde la NBA, les Knicks rêvent d'un grand free agent, je peux te dire que si un joueur fait cette démarche-là, c'est le roi de New York. Il peut virer le coach, il peut virer tout le monde. Il se poserait pas la question. Ouais, je suis assez d'accord. Après, comme tu as dit, les assistants, Brian Shaw, c'était l'assistant le plus hypé que j'ai connu et maintenant il va entraîner la Select Team en G-League. Donc voilà. Donc je connais pas les assistants. Des fois ça peut bien se passer, des fois ça peut pas bien se passer. Mais oui, tu préfères Atkinson à Thibodeau, Kidd, Brown, Woodson. Non mais ça c'est Udoka a une bonne cote quand même. Mais c'est juste parce que les autres sont nuls en fait. C'est juste parce que les autres sont... Enfin, Mike Brown a un emploi fictif aux Warriors depuis 5 ans. Mike Woodson Mike Woodson avait dit qu'il voulait venir aux Knicks en tant qu'assistant de Fisdale. Je sais pas, il y avait peut-être eu un problème, ça s'était pas fait. Mike Woodson, c'est un coach solide. Genre voilà, il avait mis sur pied les Hawks, il avait ramené les Knicks en playoff, il avait été assistant de Rivers aux Clippers, il connaît un peu des vestiaires qui gagnent. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour développer les jeunes comme on le dit. Le problème pour moi aux Knicks, c'est pas le coach, hein. Non mais c'est pas le coach, c'est le développement des jeunes. Alors ça passe par le coach. Oui, ça doit passer par le coach.
Mais au bout d'un moment, tes jeunes doivent il y a des franchises qui ont réussi à développer des jeunes avec des coachs qui étaient quand même minables juste parce que, bah, c'était quand même des bons joueurs, il y avait de la progression et tout ça. Le problème au Knicks, pour moi, c'est les décisions en haut et puis c'est sur le terrain. Ouais, et puis je vais rebondir sur ce que disait Ben sur le roi de New York qui viendrait, donc un free agent. Est-ce que c'est vraiment aussi ce que t'as envie de recréer à New York, de faire venir une superstar qui a bien envie d'être là, mais aussi avec son petit ego et d'être content d'être le king à New York, coucou Carmelo, et de reproduire ce schéma où ça se passe mal avec des coachs, etc. Auquel cas, tu vois, le profil à la Jason Kidd, ce serait celui d'un gars qui serait plus proche des joueurs, qui pourrait les comprendre et peut-être un peu... Ouais, voilà, c'est ça, peut-être un peu adoucir cet ego-là. Donc dans cette optique de signer une star qui viendrait, peut-être qu'il y a eu des discussions, on n'en sait rien. Mais je pense pas que ça soit souhaitable, mais c'est ce qu'appellent les fans des Knicks. On en revient à ça, c'est l'ADN de cette franchise, c'est des rêveurs en fait. C'est très beau, hein, c'est très littéraire. Ah, ils font des beaux montages sur Twitter. Ouais, il faut rêver, mais bon, mais ils vivent dans un univers parallèle, vraiment. Ah, ils étaient beaux les montages avec Kyrie, KD et Zion. Ah mais par exemple par rapport à ça, moi je trouve ça, on va finir, non, c'est pas moi le présentateur, j'ai pas à dire on va finir là-dessus. Je trouve ça incroyable qu'après, justement, c'est très intéressant ça, après l'échec de 2019, Kyrie, Zion, KD, tu arrives à te reconvaincre, c'est quand même un niveau de schizophrénie incroyable, de se reconvaincre qu'en 2021 tu peux faire un coup. Moi ça me fascine. Juste en se basant sur l'idée on est les Knicks. Parce qu'ils se basent pas sur autre chose. Hein. Mais oui, mais c'est parce que ça marche, parce que y a toujours énormément de monde. Enfin non, ça ne marche pas dans les faits, mais il y a toujours beaucoup de monde au Madison Square Garden. C'est toujours. Ça marche pour moi. Non, mais ça marche plus basketballistiquement parlant, mais en termes d'image, force est de constater que ça marche d'une certaine façon. Je suis plus trop d'accord. La décennie 2010 a appris ça. Les Lakers. C'est LeBron qui a choisi les Lakers. C'est pas les Lakers qui ont attiré LeBron. C'est pas Magic qu'on arrête de... Oui, mais d'une certaine façon, LeBron choisit les Lakers parce que c'est les Lakers. Oui, parce que c'est les Lakers. Mais regarde, Aldridge, il met un zef aux Lakers. Quand il est agent libre, il préfère aller à San Antonio. Et c'est histoire de... on a vu les doubles constructions Clippers, Nets, l'été passé, où il y a eu du sérieux de fait depuis quelques années, des jeunes développés, qui peuvent devenir monnaie d'échange pour attirer, pour montrer que mais pour deux choses. Attirer des joueurs à côté de la potentielle star, mais surtout montrer à la star que t'es dans un environnement sérieux. Il faut non mais après tu vois, t'as comparé LeBron et la Marcus Aldridge. Alors no offense à la Marcus Aldridge, c'est un très bon joueur, mais on n'est pas quand même sur le même calibre. Et quand tu es la Marcus Aldridge au moment où il fait sa signature, je finis juste et je t'en prie. Ouais. Genre lui il cherche, il sait qu'il peut pas gagner, enfin que seul il va pas gagner, tu vois. Il a besoin d'un environnement, etc. Là, je pense que l'objectif, on est toujours dans l'idéalisation de l'imaginaire du supporter Knicks et du front office Knicks. C'est la superstar qui est le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur de la ligue, un Giannis pour ne pas le citer, choisissent de venir à New York pour gagner. Auquel cas c'est lui qui servirait ensuite de force de gravité pour faire venir d'autres free agents, etc. comme le fait un LeBron James par exemple. Plus que arriver à signer un All-Star confirmé je dirais de deuxième voire de troisième tiers type la Marcus Aldridge, tu vois. Ouais, sauf que selon moi deux choses. Un, il voulait Aldridge. Il voulait Aldridge. Et les vents que se prennent les Knicks, et ça rejoint mon deuxième point, les vents que se prennent les Knicks par les joueurs, quand les joueurs font leur petit tour et rencontrent plein d'équipes, c'est beaucoup plus parlant que la vision médiatique. Ils se prennent des vents constamment. On a quand même vécu 36 mois avec probablement 7 ou 8 des 12 meilleurs joueurs NBA sur le marché à un moment. Combien ont dit après coup avoir vraiment considéré les Knicks? Zéro. Durant c'est 2 fois qu'il les a même pas considérés. Zéro. Donc il y a même les Bulls, il y en a qui ont évoqué l'idée qu'ils auraient pu à une époque, et pourtant Gar Forman et John Paxson n'avaient pas la cote, quoi. Les joueurs NBA les boudent. Donc c'est bien beau de remplir sa salle, mais les joueurs NBA les boudent. Et pour moi ça c'est extrêmement parlant. La Marcus Aldridge, encore une fois, bien sûr, c'est un All-Star, c'est un joueur solide. Ça, c'est potentiellement le meilleur joueur depuis milieu des années 2010 pour cette franchise. Donc, que même les fans des Knicks,
l'espèrent ou de l'autre, si certains ont le toupet de dire que ça serait pas assez bon, il faut quand même se regarder dans le miroir 2 minutes. Après, il y a eu un changement de front office à New York. Peut-être qu'ils comptent aussi là-dessus pour se recréer une image différente. Bien sûr. Mais c'est l'œuf ou avec la poule. Rose. Tu vois, c'est l'œuf ou la poule. C'est, est-ce qu'il faudra qu'ils arrivent à développer les jeunes pour attirer les stars, ou est-ce qu'il faudra qu'ils aient la chance de tomber sur une star qui veut venir là pour ensuite, créer une ossature à côté en se séparant de jeunes dans guise de monnaie d'échange pour récupérer des joueurs plus sérieux, ou alors un jeune qui monte et tout ça. Et ça, pour faire le lien avec le coach, je suis pas sûr que le coach ait un rôle là-dedans, tout simplement. Sérieusement. Peut-être, oui, c'est quoi? On peut espérer un coach qui va donner plus de minutes à RG Barrett, plus de ballons à Knox, mais regardez dans quel état a fini la saison Knox. Franck, après 3 ans, c'est aussi assez compliqué. Barrett, c'est 1 an. Je tire pas trop de conclusions, mais qui draft bien mieux déjà, qui c'est des, voilà, je sais pas. Bon courage donc aux fans des Knicks. On s'est un peu écarté du sujet du coach, mais justement, c'est vrai que il y a la vraie question autour des Knicks, elle est globale, quoi, et donc rendez-vous à la draft, à la signature du prochain coach et à la prochaine free agency. Et franchement, franchement, je souhaite que ça aille mieux pour les Knicks, parce que ce serait bien pour le basket en général, pour l'Est aussi. C'est risible au bout d'un moment, mais je suis pas sûr que le coach, je sais pas, on verra. Mais on verra bien. Ouais, nos réactions expliquent pourquoi Adrien vas-y Ben, je t'en prie. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur le site en ce moment. Les Knicks sont parmi les équipes dont on parle le moins. Et je pense parce que nous, on a une forme de lassitude vis-à-vis de tout ce qui se passe, qui est vraiment profonde. Parce que le schéma se répète, comme on dit. C'est ça, c'est incessant, c'en est fatigant. Rien que d'en parler, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve vraiment. Et ben justement, on va se recalmer avec l'arrivée du gang du Pascal Siakam France, du compte Pascal Siakam France, donc, qui nous demande sur un tout autre sujet. Donc maintenant, la question, je vous la cite: croyez-vous au back-to-back du meilleur joueur camerounais? Et puis il y a une autre question derrière, mais on y reviendra. Donc justement, le back-to-back du meilleur joueur camerounais, on peut le comprendre de différentes façons. Ben, tiens, du coup, de quelle façon toi tu veux la prendre, cette question? C'est vrai. Alors moi, de base, j'ai compris titre. Et je pense que non, encore une fois, sans révéler nos choix qui vont arriver sur les favoris pour le titre, je pense que non, je pense que Toronto pourrait limite se glisser selon comment ça va se découper. On rappelle, il reste quand même 8 matchs à jouer, on sait pas comment ça va finir à l'Est. Il pourrait aller peut-être en finale de conf, parce que c'est un peu une des révélations de cette saison. On a vu que c'était pas seulement Kawhi Leonard, c'était une vraie équipe. Après, non, j'y crois pas à ce back-to-back là. Après, je vais vous laisser parler d'un autre peut-être back-to-back, mais celui vis-à-vis du titre, je n'y crois pas. Et toi, Alan, tu l'avais compris sur le titre aussi, ou tu veux parler de l'autre, justement? Non, j'avais compris du MIP, moi. Ouais, on est d'accord, j'avais le même. Vas-y, je t'en prie, développe. Non, je pense pas. Parce que, et j'ai l'impression, après, si on regarde un peu historiquement, quand t'as atteint un stade All-Star, Starter All-Star, t'es plus MIP. Même si des gens ont dit, voilà, Curry aurait pu l'être à un moment, tellement la progression était folle, c'est vrai, mais je trouve que c'est un trophée qui est en fait réservé à un joueur qui tournait entre 8 et 12 points et d'un coup se retrouve à 20 points. Voilà. Si on fait un schéma, en gros. Donc, ouais, ça, je pense que tu soulignes le point important, c'est pas est-ce qu'il peut l'être dans la théorie, dans l'appréciation des fans et des commentateurs, c'est celui des votants et de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la NBA. Exactement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on y croit peut-être un peu plus. Moi, je sais que plus j'y réfléchis à ce titre-là, parce qu'effectivement, la question va se poser, plus l'argumentaire de Tom autour du cas Doncic me convainc, parce que même si aussi ce serait exceptionnel, c'est vrai que sa progression où le gars est déjà top 10 pour être large NBA, c'est quand même fou, quoi. C'est incroyable. Donc j'ai un peu plus de mal à le donner à Siakam, qui tout de même, on le reconnaît évidemment, fait une progression encore. Enfin, jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il s'arrêtera un jour? Est-ce qu'il deviendra unanimement le meilleur joueur camerounais, comme sous-entendu dans le tweet? C'est une autre question. Et du coup, deuxième question de Pascal Siakam France, qui nous demande, sur le plan personnel, est-ce que vous êtes aussi impatient que les autres années de voir les playoffs? Alors ça, vraie question, parce que c'est aussi une discussion qu'on a souvent entre nous. Mathieu, Alan, je te redonne la parole. Est-ce que toi, tu sens un peu la hype monter, l'attente monter à l'arrivée de cette fin de saison et de ces playoffs NBA?
Non. Même si je suis un aficionados de sport, et c'est vrai que le confinement, le moins de sport a fait que des fois je me retrouve un peu perdu, je sais pas quoi faire, parce que c'est vrai que pour nous tous, on est tous très fans de sport, c'est des choses c'est des rendez-vous, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Avec tout ce qui se passe à côté, comment le tout va être organisé, j'avoue que j'ai un peu du mal à me remettre dedans, tu vois, alors qu'en plus mon équipe, c'est ça aussi, tu vois, mon équipe a quelque chose à jouer dans ces playoffs, donc je pourrais m'investir, je pourrais non mais je l'ai pas pris pour moi, perso. Non, tout le monde a un petit truc. Ouais. Toi, Elias, un peu moins. Mais j'avoue que non, la coupure a été trop longue. Et puis ouais, la crise sanitaire, même les soucis raciaux, sociaux aux États-Unis font que c'est vrai que je pourrais m'en passer. Je vais dire ça comme ça en gros. Et toi Ben, donc, est-ce que t'es de la même façon pas très hypé, ou est-ce qu'un peu plus, quand même un peu plus d'enthousiasme? Un peu pareil, mais j'avoue que sur ces derniers jours, ça commence à monter. Peut-être parce que par rapport à Alan, moi, du fait personnellement, j'ai peut-être un peu moins vie privée, j'ai un peu moins suivi la NBA cette année. Peut-être. Donc c'est peut-être pour ça. Mais ça reste extrêmement spécial. Je rejoins Alan sur beaucoup des points. Le contexte est spécial. Il y a aussi un truc dont je ne veux pas me jeter des fleurs, mais dont j'avais parlé quand on avait parlé du retour de la NBA. Il y a un embouteillage sportif. Il y a trop d'offres sportives en ce moment. C'est-à-dire que où donner de la tête, c'est un petit peu difficile à se concentrer et à vraiment notre attention soit retenue sur quelque chose. Ça en devient difficile. Mais oui, pas aussi impatient, mais l'impatience commence à arriver. Ce qui est malheureux selon moi, c'est que c'était la première année post-Warriors, comme j'aime l'appeler, et qu'elle va être très étrange, et ça me gêne, parce que pour moi, c'était la première fois depuis les Warriors, en gros, qu'on avait une année où on avait 3 équipes qui pouvaient gagner le titre, et là, on aura un titre, mais il sera très étrange. Tu vois, moi je dis ça, mais je vais très vite me mettre dedans, me connaissant. Une fois que ce sera commencé, peut-être que effectivement, mais la question de calendrier aussi, elle est intéressante. Tu vois, tu parlais de l'embouteillage de l'offre maintenant sportive. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que on est fin juillet début août, et que normalement en fait on arrive un peu à la fin alors c'est la fin des années scolaires pour ceux qui font encore des études, on arrive un peu avant les vacances quand c'est donc les playoffs dans le calendrier normal. Et donc on arrive au bout de cette année, puis il y a une progression au fur et à mesure qui fait monter petit à petit. Là, certains sont en vacances, on salue Ilias par exemple. D'autres, ont la tête un peu ailleurs. Il fait chaud, il fait beau, on fait les barbecues. Non mais je pense que ça joue. C'est pas la période où d'habitude mentalement, parce qu'il y a une espèce d'horloge à l'année du fan NBA qui se met en place. Allez, là c'est maintenant mode playoff entre guillemets. Alors que là, c'est fini les modes playoff. Normalement, c'est là où on respire. Du coup, je pense que ça diminue un peu l'enthousiasme qu'on peut avoir. Mais je vous rejoins. Là, tu vois, d'en reparler. Là, on en reparle un peu plus entre nous là chez Duck Hebdo parce que ça arrive. Donc, il faut qu'on en discute. On commence à avoir des images qui reviennent. Moi, je sais que je me fais la série de Matisse Stable dans la bulle. Donc comme un fan de série normale. Voilà, ça remonte petit à petit. Et comme tu dis, Alan, quand ça va recommencer, a priori. Bon, on va s'y remettre automatiquement, j'ai envie de dire, en pilote automatique. Et donc, du coup, vu que la hype monte, je vais vous poser la question d'après, parce que le temps passe finalement avec toutes ces questions. Et donc la question d'après, elle est posée par Sir Marvin 4, qui nous demande qui est notre favori pour gagner le titre, et est-ce qu'il a changé à cause de la coupure et du contexte particulier de la bulle. Donc ça, c'est une vraie question. Écoute, Ben, quel est ton favori donc maintenant, et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Je suis un petit peu jaloux parce que quand on a des questions et des épisodes questions, moi je galérais toujours avec les pseudos et ça glisse avec Adrien, c'est incroyable. En fait, non, ça a pas changé parce que la situation est tellement unique, il y a trop de paramètres à prendre en compte et on sait pas comment équipe A ou équipe B va réagir. Donc en fait, moi je pars du principe que je vais juger uniquement sur le terrain sans prendre en compte le hors-terrain parce que je peux pas le quantifier, donc ça reste. Mais alors le favori,
peut-être Clippers, mais moi j'avais du mal cette année à vraiment. Je mettais les deux équipes Los Angeles et les Bucks parce que les Bucks selon moi seront en finale, donc sur cette match tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc non, ça a pas changé, ça reste toujours Clippers avec, je me méfie, Lakers Bucks. Bah du coup pour te relancer Alan, je vais rajouter un petit gimmick à la question. Est-ce que les quelques matchs de saison régulière entre guillemets, enfin de saison plutôt irrégulière, enfin de ce nouveau format qu'on va voir, peuvent changer et influencer ton avis sur le favori pour le titre qui va arriver? S'il y a une blessure, oui. Sinon, non, je pense pas. Moi, j'avais les Lakers. Alors, c'est vrai que coupure et contexte particulier égale plus de Avery Bradley. On a déjà parlé. Ça peut un peu changer la donne. Mais non, je reste sur Lakers Bucks en finale, comme j'avais dit. Je pense que, et comme l'a dit Ben, si les Bucks sont en finale, eh ben, ça peut se faire une blessure. Hop, on l'a vu avec Toronto l'année passée. Hein. Donc, je reste sur on sait jamais. Exactement, je reste sur les Lakers contre les Bucks en finale, avec la finale de conf Lakers Clippers que tout le monde attend. Ouais, bah moi aussi j'avais les Lakers de base, et en fait le contexte limite me conforte. Alors pas le côté basket, comme tu dis, il y a des questions qui se posent, notamment avec l'absence de Bradley qu'on a évoqué, mais sur l'attitude de LeBron James qui me semble être, alors au-delà de ce qu'on peut penser de sa façon d'agir, mais en tout cas qui me semble être le plus déterminé à aller au bout. Le retour du cyborg. Voilà, c'est l'impression que me donne sa communication, ou sa non-communication d'ailleurs. C'est ce retour-là la détermination de LeBron James, et je retrouve mon adage durement acquis en 2016, on ne parie pas contre LeBron James. Donc je ne change pas depuis le début de l'année, je ne parie pas contre LeBron James. Et les Lakers restent mes favoris, même si évidemment il y a beaucoup plus d'inconnus qu'habituellement sur la fin de saison. Et donc, encore une question. On parie pas cette contre fois-ci. LeBron James, même quand il a Dion Waiters et J.R. Smith dans son équipe. Écoute, il a gagné avec, j'ai vu des choses tout aussi farfelues, donc pourquoi pas. Même si J.R. Smith a quand même, fait des choses pour éviter à LeBron James de gagner, manifestement. Mais, j'espère que ça ira mieux cette fois. Ce podcast lunaire qu'on avait enregistré. Je l'ai réécouté un jour, il était, on savait pas quoi dire. Je pense comme tout le monde. On était un petit peu perdu. Ah bah voilà, c'est les imprévus de la NBA, on en aura sûrement là, donc peut-être que justement ça nous donnera des grands moments. On verra ça. Et du coup, on va retrouver un sujet qu'on a évoqué ces dernières semaines dans le podcast pour la prochaine question. Elle est posée par Lalos OKC qui nous dit: Yo l'équipe, alors bonjour à toi. Puisque vous avez pas mal parlé des jeunes ces derniers temps, pour vous, quel est celui qui va le plus se surprendre, assuré dans cette fin de saison play-off? Alors je me tourne vers le spécialiste pour commencer. Alan, quel est c'est quoi le cette jeu... pression là? Ah bah tu es le spécialiste jeunesse de bizarre cette pression. Surtout pour un mec qui regarde beaucoup fait rentrer l'accusé, c'est douteux. De la jeunesse et des sports. Exactement. Voilà, comme ça on a les deux. Bon du coup, quel rookie ou en tout cas jeune joueur NBA penses-tu va surprendre pendant cette fin de saison et ces playoffs? J'ai décidé de pas être chauvin, donc je vais pas dire qui vous savez, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. D'ailleurs, quelqu'un qui, je le dis devant tout le monde, hein, tous les auditeurs doivent le savoir, a été raillé pour son nouveau style capillaire par l'équipe Dunk Hebdo. Hein. Non mais je le dis parce que on fait aussi coiffure et visagiste comme type de commentaire. Je vais dire, en fait, je pense que Donovan Mitchell, avec l'absence de Bojan Bogdanovic, le fait qu'il ait peut-être beaucoup réfléchi, il a eu le Covid, on parle beaucoup de choses avec Rudy Gobert, je pense qu'il va avoir envie de... Il a fait quelques déclats sur il voulait être plus impliqué dans le jeu, dans l'organisation, dans les passes. Qu'il va vraiment arriver le couteau entre les dents pour vraiment essayer de porter Utah et de les faire passer. Chose qu'il a déjà fait en playoff. Alors des fois c'était trop, au bout d'un moment ça marchait plus. Mais c'est un joueur en plus qui m'a déjà montré à moi qu'il pouvait être là dans certains moments importants. Donc si je devais dire un joueur, je dirais Donovan Mitchell et peut-être De'Aaron Fox pour essayer d'aller arracher la 8e place pour les Kings. Ça va pas être évident, hein, côté ça Kings. Va pas être évident, mais je pense que potentiellement c'est jouable. Donc je dirais Mitchell. Ok. Et pour toi Ben, alors vers qui veux-tu mettre la loupe? Sur quel jeune doit-on se pencher pour cette fin de saison? C'est pas le choix le plus fou et le plus inattendu, mais j'ai envie de voir, on va en reparler, hein, mais le duo Doncic
Porzingis, j'ai envie de voir ça en playoff. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu un vrai duo avec un joueur si fort dans le duo comme Doncic qui arrive en playoff. Tu sais qu'ils sont là pour plusieurs années. On sait plus Doncic que Porzingis, il y a encore des questions bien sûr. Donc j'ai vraiment envie de voir Doncic. Je dis pas qu'il va surprendre. La question était un peu à double tranchant, surprendre, assurer. J'ai envie de voir Doncic. Parce que comme on l'a dit, je pense qu'ils ont un coup à jouer pour passer un tour et peut-être même embêter une équipe de Los Angeles sur un deuxième tour. Donc j'ai envie de voir Doncic chez les Mavs. Ok, bah moi j'avais aussi Donovan Mitchell de noter, mais après je pense que collectivement l'équipe des Pelicans aussi sera à regarder. C'est la hype évidente. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de risques à dire ça, mais je pense que pour ne pas citer un seul joueur. Oui, il y a écrit fin de saison / playoff, comme surprendre assuré. Donc en tout cas en termes de spectacle, il y aura à voir. Et puis sinon, je recite son nom juste parce que sa série m'a trop fait plaisir. Mais en termes de basket, on va se contenter de défendre. C'est Matisse Thybulle que j'aime beaucoup, que j'avais déjà d'ailleurs cité en milieu de saison. Donc voilà. Mais je rejoins quand même Alan sur Donovan Mitchell. Et comme ça va nous permettre de conclure avec une question. Alors là, je ne remercie pas The Pen Don't Lie, qu'on aime beaucoup, hein, mais qui nous pose une question qui va nous obliger à faire un aveu d'accent pas terrible. Donc je lis la question et puis je vous laisse répondre ensuite directement les gars, je vous relance même pas. Et qui nous dit Hey dudes, this question is just a way for you to talk in English without restricting yourself. Read and enjoy. Ça passe. J'ai pris une grande respiration avant, faut pas le dire. Mais du coup, je vous en prie, vous pouvez. You can only answer in English now, so Ben, it's your turn. Wow. No, I would like to address that moment we sent a form to actually ask the listeners if we wanted to do some English content about, putting some English in our podcast. Some listeners misread it and believed at the time that we wanted to do a podcast in English. Actually, we didn't. It was a way for us to think about if, for example, we wanted to put an interview extract in a podcast. Do we want to double the interview or should we put the interview without doubling? That's what we thought about at that moment. We never thought about making only English podcast. Never, actually. And that's why you're the boss. So, Alan, your turn now. The pressure is on you. Yeah, thanks. So I haven't prepared anything to say, really. Sorry for the pronunciation. I finished my classes in English 1 month ago. Since then I have been talking only in French, so I would like to continue to speak the language of Montaigne. Thanks. T'as quand même fait 2-3 interviews, on va repasser en français, 2-3 interviews avec un peu d'anglais pour envergure quand même, on a pu t'entendre. Oui, c'est même et on en rigole, hein, même si on fait des études où l'anglais est vraiment pas simple quand c'est un très haut niveau et qu'on veut vraiment parler anglais, pas faire du français, pas parler anglais en pensant la construction des phrases en français. C'est une chose totalement différente. Mais ça, tu vois, je veux pas me faire des fleurs, mais moi, j'ai passé récemment ce stade-là. Ah bah on l'a senti, hein. Franchement, moi j'ai senti une pression tout de suite. Je me suis dit, ok, là on est à un tout autre niveau. On sent que t'es capable de t'exprimer dans un anglais, construit comme disait Alan en fait, construit en anglais. Et du coup, ça rend le tout plus fluide. Qui effectivement où nous on va un peu plus on va mettre des entre les mots, ce qui n'existe pas vraiment et d'ailleurs en anglais, je réagis à l'interview dans une autre vie, j'ai dû faire une interview en anglais, les gars, c'est affreux, c'est vraiment difficile parce que quand c'est en plus, moi pour l'anecdote, c'était pas un sujet que je maîtrisais, donc c'était extrêmement difficile. C'était sur alors je raconte ma vie, c'était un forum de l'Union européenne sur des technologies en Afrique pour en gros avoir comme si vous aviez votre carte vitale dans votre portable. Imaginez faire ça en anglais en freestyle, hein. C'était et même quand c'est un sujet qu'on maîtrise, moi j'ai dû rédiger un mémoire de recherche de 60 pages en anglais. C'était de niveau universitaire, donc c'était franchement... Parce que là, en plus, t'as la construction de ta réflexion dans une autre langue, où là, ça va encore plus loin. C'est extrêmement frustrant aussi, parce que t'as l'impression que tu te limites tellement et que la puissance de ton argumentaire est proche d'un
devoir sur la Mésopotamie en 6e, alors que t'as envie tellement d'aller plus loin, de dire tu plus. te sens au tableau en train de réciter avec ta feuille. Alors, mais juste qu'en fait, que la construction grammaticale fait que tu peux pas développer un truc que tu sens puissant, là où en français c'est plus facile. Donc ouais, c'est pas simple, mais bon, malgré tous ces anglicismes qu'on essaye de gommer grâce à Montaigne, notamment, et d'ailleurs, de rien. Je me permets juste de te couper, Adrien. Du coup, pour les gens qui comprennent, parce qu'il faut poser à ces gens-là qui comprennent vraiment pas l'anglais, on avait lancé ce sondage où on expliquait qu'on voulait faire du contenu anglais. On voulait pas faire du contenu anglais. En fait, la vraie question derrière, comme je l'ai dit, c'est qu'on voulait peut-être mettre des extraits d'interviews. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut les mettre en bande originale? Est-ce que ça va passer pour la plupart des gens? Question qui est il y a plusieurs écoles, hein. Pierre avait fait un podcast tout en anglais. Chez Envergure, par exemple, il y a traduction régulière à chaque fois de la question puis de la réponse. Mais bon, il y a perte toujours d'informations. Ou alors c'est a posteriori, peut-être des sous-titres en vidéo, je sais pas. Enfin, il y a plusieurs. Effectivement, la question se pose, quoi. Et on fait un salut à Pierre qui a quand même lui fait un podcast avec Eric Horn complètement en anglais. Bravo. Ouais. Et c'est voilà, et la preuve en est par rapport à tout ce qu'on vient de dire que c'est loin d'être évident. Donc effectivement, encore une fois, chapeau bas. Et c'est ça qui va conclure du coup ce podcast Foire aux questions. Je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose quand même à rajouter, les gars? Non, ou on a fait les fans d'Enix vont dire qu'on a été dur, mais je trouve qu'on a été juste. Voilà. C'est toujours la question de la perception. On leur a dit qu'on leur souhaitait le meilleur, et c'est vrai. Mais même eux savent que ils y sont pas encore. Et c'est pas Atkinson qui va changer. On le sait tout, mais ça c'est valable pour toutes les équipes. On a toujours un biais quand on parle de son équipe où on veut entendre des bonnes choses, et puis bon, des fois il y a le côté un peu plus objectif qui revient, quoi. Je sais pas comment Montaigne le dirait, mais c'est on aime se talk into. Tu vois le mot anglais. On aime se vendre. On aime se persuader, se vendre à nous-mêmes le projet. Voilà. Oui, c'est ça, c'est la vie de fan, de croire aussi aux jeunes joueurs, en se disant n'a pas toujours ce problème, par exemple. Voilà. Donc c'est un avantage. C'est un vrai Bravo avantage. À toi. Avantage sur nous. Bon, voilà, c'est comme ça, du coup, qu'on va conclure cet épisode FAQ de Dunk Hebdo. Évidemment, on remercie tous nos auditeurs, ceux qui ont posé des questions, bien entendu, mais aussi ceux qui nous écoutent silencieusement, on va dire. Comme d'habitude, n'hésitez toujours pas à nous rejoindre de partout, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux. La reprise de l'NBA, elle approche, donc a priori, on va en parler dès la semaine prochaine pour ceux qui nous ont posé la question également sur Twitter. Donc on va vite se donner rendez-vous et on vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci beaucoup les gars. Merci, et on félicite Tom, la maman, et Erdan Ethan encore une fois. Bravo. C'est ça. Bravo.